un bras sectionné vola par la fenêtre du palais royal, s'écrasant avec un bruit sourd et sinistre dans le jardin en contrebas. Il était 3 heures du matin le 11 juin de l'année 1903, et les cris d'agonie qui résonnaient dans les couloirs du palais royal de Belgrade réveillèrent toute la ville. Au 2e étage du bâtiment, 28 conspirateurs armés de sabres, de haches et de revolvers étaient littéralement en train de dépecer vivant le roi Alexandre Obrenović et son épouse, la reine Draga. Ce qui avait commencé comme un coup d'État militaire s'était transformé en une orgie de violence si brutale qu'elle laisserait des cicatrices permanentes dans l'histoire des Balkans. Quand le soleil se leva sur cette matinée ensanglantée, des morceaux des corps royaux étaient éparpillés dans tout le palais, et la Serbie était devenue le théâtre de l'un des assassinats les plus sauvages jamais perpétrés contre une famille royale dans l'histoire européenne moderne. La conspiration qui mena à ce massacre ne naquit pas de nulle part. Elle était le résultat d'années de tensions accumulées entre un roi de plus en plus autoritaire et une élite militaire qui se voyait exclue du pouvoir. Alexandre Obrenović était monté sur le trône serbe en l'année 1889, à l'âge de seulement 12 ans, après l'abdication forcée de son père, le roi Milan. Le roi enfant grandit sous la tutelle de régents qui le gâtèrent et l'isolèrent de la réalité politique de son pays, créant un jeune monarque complètement déconnecté des besoins et des désirs de son peuple. Dès le début, le règne d'Alexandre fut marqué par des décisions controversées qui aliénèrent progressivement tous les secteurs de la société serbe. Quand il atteignit sa majorité, en l'année 1893, il licencia immédiatement tous les régents et prit le contrôle absolu du gouvernement. Sa première action fut de révoquer la constitution libérale de l'année 1888, la remplaçant par un document autoritaire qui concentrait tout le pouvoir entre ses mains. La presse fut censurée, les partis politiques furent donc dissous et toute opposition au régime royal était brutalement réprimée par la police secrète. Mais ce fut le mariage scandaleux d'Alexandre qui scella définitivement son destin. En l'année 1899, à l'âge de 32 ans, le roi choqua l'Europe en annonçant son intention d'épouser Draga Mašin, une veuve de 35 ans qui avait été dame de compagnie de sa mère. Le scandale ne résidait pas seulement dans la différence d'âge ou dans la position sociale inférieure de Draga. Il résidait dans le fait qu'elle avait été la maîtresse à la fois d'Alexandre lui-même et de plusieurs autres hommes de la cour, y compris des officiers de l'armée qui étaient maintenant forcés de rendre hommage à la femme qu'ils avaient connue intimement. La réaction de la société serbe fut d'horreur absolue. L'Église orthodoxe refusa de bénir l'union, la considérant comme pécheresse. L'élite politique dénonça le mariage comme une dégradation de la dignité royale. Plus dangereusement, l'armée, traditionnellement le pilier de soutien de la monarchie serbe, commença à voir Alexandre comme un roi indigne qui avait prostitué la couronne. Des rumeurs malveillantes circulaient dans Belgrade sur des comportements inappropriés qui auraient eu lieu dans le palais royal, alimentant encore davantage le mécontentement populaire. La situation se détériora encore plus quand il devint clair que Draga ne pourrait donner d'héritier au trône. Après des années de mariage stérile, Alexandre commença à faire des gestes désespérés pour garantir la succession dynastique. Il envisagea d'adopter l'un des frères de Draga comme héritier, une proposition qui mit encore plus en colère l'armée et l'aristocratie. Pour les militaires serbes, l'idée qu'un membre de la famille Mašin, considéré comme d'origine douteuse et de moralité questionnable, puisse hériter du trône de Serbie était absolument inacceptable. Ce fut dans ce climat de mécontentement généralisé que commença à se former la conspiration qui culminerait dans le massacre de juin. Le leader du mouvement était le colonel Dragutin Dimitrievitch, un officier charismatique et ambitieux qui deviendrait plus tard célèbre sous le nom de code Apis,
et pour son rôle dans l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Dimitrievitch était un nationaliste extrême qui croyait qu'Alexandre avait trahi les intérêts nationaux serbes par sa politique pro-autrichienne et son mariage dégradant. Pendant des mois, Dimitrievitch et ses compagnons conspirateurs se rencontrèrent soit secrètement dans les cafés de Belgrade, planifiant méticuleusement chaque détail du coup d'État. Ils recrutèrent des officiers de différentes unités militaires, s'assurant qu'ils auraient des hommes loyaux dans des positions clés quand viendrait le moment d'agir. Le plan original était relativement simple. Envahir le palais royal pendant les premières heures du matin, arrêter le couple royal et les forcer à abdiquer en faveur de Pierre Karađorđević, un prince de la dynastie rivale qui vivait en exil à Genève. Dans la nuit du 10 juin de l'année 1903, les conspirateurs se réunirent pour la dernière fois pour réviser leur plan. 28 officiers avaient juré de participer à l'opération, chacun responsable d'une partie spécifique de la mission. Ils savaient que le palais royal était faiblement gardé. Alexandre avait renvoyé la plupart de sa sécurité personnelle, soit par arrogance, soit par paranoïa, envers ses propres deux gardes. Le roi dormait au 2e étage du palais, dans les appartements qu'il partageait avec Draga, protégé seulement par quelques sentinelles somnolentes et des serviteurs loyaux. À 2h du matin le 11 juin, les conspirateurs se positionnèrent autour du palais. Ils avaient corrompu l'officier responsable des gardes à l'entrée principale, garantissant un accès facile au bâtiment. Vêtus d'uniformes militaires réguliers, ils entrèrent dans le palais comme s'ils étaient en mission officielle, évitant tout soupçon initial. Une fois à l'intérieur, ils maîtrisèrent rapidement les quelques gardes présents. Certains d'entre eux furent tués immédiatement pour les empêcher de donner l'alarme. Le groupe principal, mené par le capitaine Radović, monta directement au 2e étage, où ils savaient que le couple royal dormait. Quand ils atteignirent la porte des appartements royaux, ils la trouvèrent verrouillée de l'intérieur. Ils commencèrent à frapper violemment sur la porte, criant à Alexandre d'ouvrir au nom de l'armée. De l'intérieur vint la voix terrorisée du roi, demandant qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Les conspirateurs répondirent qu'ils étaient venus l'arrêter et exiger son abdication. Alexandre, réalisant la gravité de la situation, essaya de gagner du temps. Lui et Draga se cachèrent dans un petit placard secret qui avait été construit derrière une armoire dans la chambre royale. Cette cachette avait été préparée exactement pour de telles situations, un dernier refuge où le couple royal pouvait se protéger en attendant les secours. Pendant presque 2 heures, les conspirateurs fouillèrent frénétiquement le palais, brisant les meubles, déchirant les tapis et démolissant les murs à la recherche des fugitifs. La recherche devint de plus en plus violente et désespérée. Les officiers savaient donc que plus le temps passait, plus grande était la chance que des forces loyales au roi viennent le secourir. Ils commencèrent à torturer les serviteurs pour extraire des informations sur d'éventuelles cachettes, mais personne ne révéla l'emplacement du placard secret. Finalement, vers 3 heures du matin, l'un des conspirateurs remarqua que l'armoire dans la chambre royale semblait avoir été récemment déplacée. Quand ils la poussèrent, ils découvrirent l'entrée de la cachette. Ce qui se passa ensuite dépassa toutes les limites de la brutalité humaine. Quand Alexandre et Draga furent traînés hors de leur cachette, les conspirateurs avaient déjà complètement perdu le contrôle. Le plan original de forcer une abdication pacifique fut abandonné en faveur d'une orgie de violence qui choquerait même les standards brutaux des Balkans. Alexandre, essayant de protéger sa femme, fut le premier à être attaqué. Un sabre transperça son abdomen, le faisant se plier de douleur. Draga cria hystériquement, essayant de se jeter sur son mari blessé. Ce qui suivit fut un massacre systématique qui dura presque 1 heure. Les conspirateurs, agissant comme une meute de loups sauvages, attaquèrent sur le couple royal avec des sabres, des couteaux, des haches
et des massues. Alexandre eut les doigts sectionnés un par un, avant de subir des blessures de mortelles au visage et au corps. Il y a des récits non confirmés que Draga fut violé de manière rituelle et que son corps fut mutilé au-delà de toute reconnaissance. Même si certains des détails les plus macabres peuvent avoir été exagérés par des témoins ultérieurs, ils révèlent le degré extrême de haine et de mépris que les conspirateurs nourrissaient pour le couple royal. Les cris d'agonie résonnaient dans les couloirs du palais, réveillant les voisins dans un rayon de plusieurs pâtés de maison. Quand ils moururent, finalement, leurs corps furent littéralement démembrés. Les bras, les jambes et la tête d'Alexandre furent séparés du tronc et jetés par la fenêtre du 2e étage, atterrissant dans le jardin du palais comme de grotesques trophées de vengeance militaire. Les récits de l'époque suggèrent que le corps de Draga reçut un traitement encore plus inhumain, avec des parties exhibées comme symbole de la chute de la dynastie Obrenović. Le sang coulait le long des murs de la chambre royale, créant des flaques qui s'étalaient dans les couloirs de marbre. Mais la violence ne s'arrêta pas avec la mort du couple royal. Les conspirateurs, enivrés par le sang et la sensation de pouvoir absolu, cherchèrent d'autres membres du gouvernement pour compléter leur révolution sanglante. Ils trouvèrent et exécutèrent plusieurs figures de l'administration royale qui eurent donné la malchance de se trouver dans le palais cette nuit-là. Le ministre de la guerre, le général Laza Petrović, fut découvert caché dans une cave au sous-sol du palais. Les conspirateurs le traînèrent dans la cour et l'exécutèrent à coups de baïonnette, perforant son corps des dizaines de fois jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable. D'autres fonctionnaires du gouvernement furent sommairement exécutés, leurs corps empilés comme du bois de chauffage dans le jardin royal. Quand le soleil se leva sur Belgrade le matin du 11 juin, la ville s'éveilla face à un spectacle d'horreur qui resterait gravé dans la mémoire collective serbe pour des générations. Le palais royal ressemblait à un abattoir humain, avec du sang qui coulait de chaque fenêtre et des morceaux de corps éparpillés dans les jardins. L'odeur de mort était si intense qu'elle pouvait être sentie à plusieurs pâtés de maison. Des chiens errants avaient commencé à dévorer les restes humains qui gisaient dans la cour, créant une scène de cauchemar qui choqua même les Belgradois, habitués à la violence politique. Les conspirateurs, réalisant finalement l'ampleur de leur brutalité, tentèrent de nettoyer rapidement les preuves les plus grotesques du massacre. Ils rassemblèrent les morceaux des corps royaux et les placèrent dans des cercueils improvisés, affirmant plus tard qu'Alexandre et Draga étaient Mamarro le mort, au combat, pendant une tentative d'arrestation légitime. Cette version officielle fut acceptée par très peu de personnes, car les preuves de torture et de démembrement étaient impossibles à cacher complètement. La réaction internationale au massacre fut d'horreur et de condamnation presque universelle. Le roi Édouard VII d'Angleterre retira son ambassadeur de Belgrade et refusa de reconnaître le nouveau gouvernement serbe. L'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie, malgré son manque d'affection pour la dynastie Obrenović, fut choqué par la brutalité du coup d'État et gela temporairement les relations diplomatiques avec la Serbie. Même la Russie, traditionnellement alliée de la Serbie, exprima son malaise face aux méthodes utilisées par les conspirateurs. Pierre Karađorđević, le prince en exil qui bénéficia du massacre en étant couronné nouveau roi de Serbie, tenta initialement de se distancer des conspirateurs. Il affirma n'avoir eu aucune connaissance préalable du plan et exprima un profond regret pour la mort violente d'Alexandre et de Draga. Cependant, sa première action en tant que roi fut de promouvoir tous les officiers impliqués dans le coup d'État et de leur garantir de généreuses pensions, révélant sa véritable attitude envers le massacre. Dragutin Dimitrievitch, le cerveau derrière la conspiration, émergea du massacre comme une figure paradoxale dans l'histoire serbe. Pour ses partisans,
il était un patriote qui avait libéré la Serbie d'un roi corrompu et indigne. Pour ses critiques, il était un assassin brutal qui avait souillé l'honneur national avec du sang innocent. Dimitrijević utiliserait la renommée acquise dans le coup d'État pour fonder l'organisation terroriste Main Noire, qui orchestrerait plus tard l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, déclenchant la Première Guerre mondiale. Le massacre du Palais Royal eut des conséquences profondes et durables pour l'histoire des Balkans. Il établit un précédent dangereux pour la résolution des disputes politiques par la violence extrême, créant une culture de brutalité qui entrait la région pendant des décennies. La nouvelle dynastie Karađorđević, arrivant au pouvoir par une telle boucherie, porterait toujours le stigmate du sang royal sur ses mains, sapant sa légitimité tant domestique qu'internationale. Plus significativement, le coup d'État de l'année 1903 marqua le début d'une ère d'instabilité politique qui culminerait dans la désintégration de la Yougoslavie à la fin du XXe siècle. La violence extrême employée contre Alexandre et Draga normalisa l'usage de méthodes brutales dans la politique balkanique, créant un cycle de vengeance et de contre-vengeance qui persisterait pendant des générations. Différents groupes ethniques et politiques apprendraient que le pouvoir ne pouvait être conquis et maintenu que par la force brute et l'intimidation. Le destin des conspirateurs eux-mêmes révéla aussi la nature autodestructrice de la violence politique extrême. Beaucoup des officiers qui participèrent au massacre de juin finirent par se retourner les uns contre les autres dans des disputes sur le pouvoir et l'influence. Dimitrijević serait plus tard exécuté pour trahison pendant la Première Guerre mondiale, victime des mêmes forces politiques violentes qui l'avaient déchaîné. D'autres conspirateurs moururent dans des guerres subséquentes ou furent assassinés par des rivaux politiques, prouvant que ceux qui vivent par l'épée meurent inévitablement par l'épée. La mémoire d'Alexandre et de Draga subit aussi des transformations complexes au fil du temps. Initialement, ils furent dépeints par la propagande du nouveau régime comme des tyrans corrompus dont la mort avait été nécessaire pour le salut national. Cependant, au fil des années et avec l'apparition des conséquences du coup d'État, une réévaluation graduelle commença à se produire. Les historiens modernes tendent à voir Alexandre comme un roi, faible et mal conseillé, mais pas nécessairement malveillant, tandis que Draga est vu davantage comme une victime des préjugés de genre et de classe que comme la méchante dépeinte par la propagande anti-Obrenović. Le lieu du massacre, le palais royal de Belgrade, fut plus tard transformé en un symbole ambigu de l'histoire serbe. Pendant la période yougoslave, les autorités communistes minimisèrent délibérément l'importance du bâtiment, l'utilisant pour des fonctions administratives banales dans une tentative d'effacer les mémoires traumatiques qui lui étaient associées. Après la dissolution de la Yougoslavie, il y eut des débats sur la question de savoir si le palais devrait être transformé en musée ou en mémorial, reflétant les divisions persistantes dans la société serbe sur la façon d'interpréter cet épisode sombre de leur histoire. Aujourd'hui, plus d'un siècle après le massacre, l'assassinat d'Alexandre et de Draga continue de fasciner et d'horrifier à parts égales. Les historiens débattent encore de savoir si la violence extrême fut le résultat d'une spirale incontrôlée d'événements ou si elle fut délibérément planifiée par les conspirateurs dès le début. Les preuves suggèrent que bien que l'objectif initial fût de forcer une abdication, la brutalité du massacre reflétait de profonds courants de haine et de ressentiment qui s'étaient accumulés pendant des années de mauvaise gouvernance et de scandale royal. L'affaire soulève aussi des questions troublantes sur la nature de la loyauté militaire et les limites de l'obéissance dans les régimes autoritaires. Les officiers qui participèrent au coup d'État justifièrent leurs actions en prétendant qu'ils sauvaient la map et la Serbie d'un roi indigne, mais leur choix de méthode
révéla une disposition alarmante à la violence extrême qui transcendait toute justification politique rationnelle. La facilité avec laquelle des hommes éduqués et entraînés se transformèrent en une foule meurtrière suggère la fragilité de la civilisation quand elle est confrontée à des passions politiques intenses. Peut-être la leçon la plus sombre du massacre du Palais Royal est-elle la rapidité avec laquelle la violence politique peut escalader au-delà de tout contrôle rationnel. Ce qui commença comme un coup d'État militaire relativement conventionnel se transforma en une orgie de brutalité qui choqua même les standards violents des Balkans. Une fois que la première goutte de sang fut versée, la logique de la vengeance et de la haine prit le contrôle, menant à des atrocités qu'aucun des participants n'avait originellement planifiées ou désirées. L'histoire d'Alexandre et de Draga sert de rappel sombre que même dans les sociétés les plus civilisées, les forces de la barbarie restent seulement superficiellement contenues. Quand les institutions politiques échouent et que les tensions sociales atteignent un point critique, l'humanité peut rapidement régresser vers des niveaux de violence qui rivalisent avec les pires moments de l'histoire. Le massacre du 11 juin de l'année 1903 ne fut pas seulement un épisode isolé dans l'histoire serbe, mais un présage des horreurs que le XXe siècle apporterait à toute l'Europe. Quand l'aube du 11 juin arriva finalement à sa fin, Belgrade s'éveilla dans un monde fondamentalement différent. L'ancien ordre avait été littéralement démembré et jeté par les fenêtres du palais royal. À sa place émergea un nouveau régime construit sur des fondations de sang et de violence qui entraient dans la Serbie pendant les décennies à venir. Le roi qui n'aurait jamais dû être roi avait finalement trouvé sa fin, mais le prix payé pour son éviction se révélerait beaucoup plus élevé que n'importe lequel des conspirateurs aurait pu l'imaginer en cette nuit sanglante qui changea à jamais le cours de l'histoire balkanique.